Montpellier, ma ville. 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 Bonjour et bienvenue dans votre magazine du lundi, un rendez-vous qui vous permet de découvrir différents sujets, qu'ils soient culturels, sociaux, économiques. Il nous arrive également d'aborder des chapitres politiques de notre ville ou ses environs. Pour ce nouveau numéro, nous vous faisons part, et ce en seconde partie, d'un nouvel ouvrage qui facilite l'apprentissage, une multitude de pistes et d'outils pour motiver et aider les enfants. Tout de suite, place à l'enseignement judicieux, compétent et ingénieux. Sophie Godard, auteure, conférencière, institutrice maternelle, accompagnatrice scolaire en pédagogie positive. Elle exerce à Liège, en Belgique. Elle signe un ouvrage qui a pour titre La réussite scolaire par un apprentissage positif et ludique. De nombreuses pistes et outils sont élaborés et mis à la disposition des enfants qui rencontrent certaines difficultés à apprendre. Un ouvrage qui s'adresse également aux élèves qui, d'une certaine manière, se trouvent en situation de handicap. Pour en savoir plus, Sophie Godard a gentiment accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Elle nous accorde un entretien par téléphone. Sophie Godard. Vous dites dans ce nouvel ouvrage que vous signez, les mots école, plaisir et réussite peuvent devenir synonymes et permettre à un enfant d'apprendre de manière positive malgré ses difficultés, c'est possible. C'est la base de cette méthode, de cet outil que vous venez d'élaborer, n'est-ce pas? Tout à fait. La base, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de reprendre la place en tant qu'apprenant, d'être vraiment au cœur de son apprentissage et de pouvoir découvrir des techniques qui permettent à l'enfant de pouvoir avancer, apprendre avec sa méthode, avec ses besoins personnels. Mmh. Alors je ne vais pas me qualifier donc cet ouvrage comme étant complet par crainte de le limiter d'une certaine manière, mais cet ouvrage va réellement en profondeur. Vous faites preuve d'aucune avarice. Toutes les pistes proposées sont développées et vous allez jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle on va prendre le temps, parce que ce travail que vous avez mené en vaut vraiment la peine. Sophie Godard, que l'on soit parent ou pédagogue, on découvre le plaisir d'apprendre à apprendre à travers différentes stratégies, ou je me trompe? Oui, on va apprendre avec différentes stratégies. On parle un peu de gestion mentale, c'est-à-dire des différents gestes pour apprendre, qui sont l'attention, la mémorisation, etc. Mais on va aussi apprendre des techniques qui sont utilisées dans le management, notamment beaucoup de techniques visuelles, comme le mind mapping, mais aussi le Kanban, qui est utilisé notamment dans les sociétés comme Toyota, qui utilise cet outil-là pour organiser ses commandes. Et nous, on va l'utiliser pour organiser son temps de devoir, par exemple. Alors dans cet ouvrage, vous démarrez par une explication du cerveau, qui est tout simplement le moteur. Vous exposez de façon simple et juste les grandes parties de cet organe, sa plasticité, les processus d'apprentissage. Vous faites d'ailleurs référence à Antoine de la Garandrie, philosophe et chercheur en pédagogie, auteur des théories pédagogiques, gestes mentaux de l'apprentissage ou de la gestion mentale. Quels sont ces gestes mentaux justement qui figurent dans cette théorie? Donc, comme je viens de dire, le fait d'être attentif, d'être en attente de ce qui va se passer, d'être ouvert, d'ouvrir ses créneaux sensoriels, notamment la vue, l'audition et le fait de pouvoir agir face à l'apprentissage, mais aussi les autres gestes d'apprentissage, c'est la mémorisation, pouvoir stocker l'information reçue par ces créneaux sensoriels. Et justement, il y a par aussi rapport le fait de pouvoir réfléchir, c'est-à-dire avec ces gestes, les informations qu'on a reçues, de pouvoir s'en servir dans d'autres situations, mais il y a aussi la création voilà, il y a d'autres gestes. Mais justement, compréhension aussi, parce que pour pouvoir apprendre, mémoriser, il faut aussi bien comprendre et donner du sens à l'apprentissage. Mais justement, concernant la mémorisation, plusieurs formes de mémorisation entrent en jeu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y a la mémoire à court terme, mais il y a aussi la mémoire à long terme. Et au fil de mon travail avec les enfants, je m'aperçois que beaucoup d'enfants n'utilisent que leur mémoire, ou en tout cas en grande partie leur mémoire à court terme. Donc ils étudient aujourd'hui pour demain, mais ils ne prennent pas assez en compte qu'ils ont besoin de ce qu'ils ont étudié pour dans plus longtemps. Et donc, on va essayer d'apprendre à utiliser la mémoire à long terme et à mieux stocker les informations dans la mémoire à long terme à l'aide d'outils qui sont présentés dans le livre.
La différence aussi entre la mémoire à long terme et à court terme, c'est que la mémoire à long terme, elle a un stock infini et une quantité infinie. Une fois que c'est dans la mémoire à long terme, c'est pour toujours. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien l'ancrer dans cette mémoire-là, parce que la mémoire à court terme, par contre, c'est plutôt une mémoire de travail. On en a besoin. C'est un peu comme si vous aviez dans votre ordinateur le disque dur de votre ordinateur, c'est plutôt la mémoire à long terme, et l'écran, le bureau sur lequel vous êtes en train de travailler, où vous avez ouvert quelques dossiers, c'est la mémoire de travail. Et quand on n'utilise que cette mémoire-là, à un moment donné, on n'a pas assez intégré les choses, donc il faut pouvoir les mettre dans le disque dur de notre ordinateur cérébral. Et justement, par rapport à la mémoire aussi, il y a la mémoire sensorielle. Elle est assaillie à tout moment. Tout à fait. On est en plus à l'époque actuelle dans un monde où on a tout le temps des informations visuelles, auditives, etc. Et donc c'est vraiment permettre aux enfants de se recentrer, de se recadrer, de se reconcentrer pour pouvoir être en attente de quelque chose autour d'eux. Et donc de ne pas subir toutes ces informations sensorielles. Alors toujours, on reste dans le domaine des gestes mentaux de l'apprentissage. Vous nous avez parlé de l'attention, qui est l'acte de se mettre en projet, de laisser tous ses sens en action. Là, on vient d'évoquer la mémorisation. Il y a la compréhension aussi. Tout à fait. La compréhension, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de jeunes qui étudient ce qu'on appelle par cœur, sans comprendre ce qu'ils étudient. Ils ne donnent pas de sens à ce qu'ils étudient. Ils ne voient pas à quoi ça va leur servir plus tard dans leur vie. Et donc, du coup, le cerveau se met un petit peu en off et ne leur permet pas de bien intégrer dans la mémoire. Et d'autant que pendant la nuit, le cerveau trie les informations et jette, entre guillemets, je vais parler très simplement, mais jette à la poubelle ce dont on n'a plus besoin. Et si l'enfant n'a pas donné du sens à ce qu'il étudie, s'il ne réactive pas les informations, le cerveau va se dire, tiens, ça c'est pas utile. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer une information qui peut-être est importante pour l'enfant plus tard. Et oui, mais après la compréhension, forcément, il y a la réflexion. C'est un acte qui est quand même le plus complexe, Voilà, la réflexion, c'est vraiment se dire, dans une nouvelle situation, comment est-ce que je vais, quels outils je vais aller rechercher. On voit ici notamment en fin d'année scolaire avec les examens, les enfants, par exemple, ils ont étudié une matière, c'est bon, ils étudient une autre matière, c'est bon. Au fur et à mesure de l'année, les matières individuellement, c'est bon. Et puis tout d'un coup, quand ils se retrouvent face au contrôle où on va voir la matière de toute l'année, tout d'un coup, ils ne savent plus réfléchir et se dire, tiens, de quel outil est-ce que j'ai besoin? Mais justement, dans cet ouvrage, vous proposez des astuces pour travailler la mémoire? Tout à fait. Notamment, deux choses qui sont importantes, c'est l'association. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la réactivation. L'association, c'est plus on va associer deux choses à ce qu'on doit mémoriser, mieux on va les intégrer. Et donc, notamment, associer des couleurs, associer un endroit, donc un espace, associer des sons, associer des chansons, associer plein de choses différentes. Et donc, pour pouvoir avoir des meilleures portes d'entrée pour aller rechercher les informations. Donc, l'association, c'est vraiment très, très important. Il y a aussi la réactivation qui est importante. On parle notamment de la méthode 10-2-7. Où pour avoir bien intégré une information, il faut la revoir après 10 minutes, après 2 jours et 7 jours. Très bien. Et comme ça, plus on revoit l'information, plus on l'intègre. Alors toujours dans les gestes mentaux de l'apprentissage, après la réflexion, arrive l'imagination créatrice. C'est indispensable pour vous, Sophie Godard. Tout à fait, puisqu'en fait, c'est vraiment pouvoir permettre à chacun de faire soi l'apprentissage, de le faire avec ses propres moyens, ses propres besoins et ses propres points d'entrée. Sophie Godard, vous dites également que le corps joue un rôle important pour un apprentissage positif. Vous pouvez développer ? Je confirme que le corps est important, effectivement. D'abord, moi, je suis institutrice maternelle, donc je suis convaincue que les apprentissages passent par le corps. À l'école maternelle, on va beaucoup manipuler, on va beaucoup vivre les choses avec son corps. Et puis, dès qu'ils arrivent à l'école primaire ou plus tard au lycée, au collège, les enfants sont assis sur une chaise, ne manipulent de moins en moins, bougent encore, mais à certaines heures bien précises où on a gymnastique ou sport. Et non, le corps est vraiment essentiel. Inversement, un enfant qui ne sait pas gérer son corps, un enfant qui ne sait pas rester en place, à certains moments ne peut pas se concentrer et ne peut pas prendre
l'apprentissage. Donc pouvoir bien gérer son corps et pouvoir utiliser son corps pour apprendre, c'est effectivement à mes yeux essentiel. Alors quand on parle du corps, on peut également parler de l'alimentation. Vous relevez quand même des choses importantes à ce niveau-là. Une consommation excessive de sucre, par exemple, peut causer d'autres problèmes de santé, bon bien sûr, mais ça peut provoquer une fatigabilité. Exactement. Il est prouvé que le sucre est un petit peu comme une drogue, donc s'il est mal utilisé au niveau des horaires des jeunes, ils se retrouvent avec des coups de barre pendant l'apprentissage, et donc ils sont plus disponibles pour apprendre. Donc le sucre, on en a besoin, le corps en a besoin quand même, parce que il permet quand même d'alimenter le cerveau, mais il faut l'utiliser en petite quantité à des moments bien particuliers, notamment à déjeuner trop sucré va faire qu'un enfant va arriver à l'école et au moment de l'apprentissage, au moment d'être en attente de ce que l'enseignant va apporter, l'enfant va risquer d'avoir un coup de mou et de ne plus être disponible pour apprendre. Et ça peut déclencher... le meilleur moment pour le sucre, c'est au goûter. Et puis ça peut déclencher une altération des fonctions cognitives. Tout à fait, parce que l'enfant n'est plus disponible pour apprendre, il est fatigué. On parle aussi que le sucre joue sur l'attention des enfants et va jouer aussi sur le fait qu'il ne soit pas disponible pour être à l'écoute de ce qui se dit ou pour être en train d'intégrer les informations. Donc gare aux bonbons, ça déclenche pas que des caries, hein. Voilà, gare au moment, ça ne déclenche pas que des caries. Les bonbons, c'est bon, mais de temps en temps. Voilà, avec modération. Sophie Godard, si on parlait du stress chez l'enfant dans le milieu scolaire, du moins, votre ouvrage apporte une explication importante aux symptômes qui l'accompagnent. Le stress, effectivement, c'est le fait que le jeune, à un moment donné, ne se sente plus disponible. Soit l'enfant a des retours négatifs de la part de l'adulte, soit il se donne lui-même des pressions. L'enfant, parfois, il n'a pas besoin des autres pour se mettre des pressions. Il est parfois bien grand assez pour se dire qu'il est trop nul, qu'il est trop bête, qu'il va pas y arriver. Et donc, effectivement, au niveau du cerveau, on a le système limbique, qui est le cerveau des émotions, qui est la partie du cerveau qui gère les émotions. Et notamment, dans cette partie du cerveau limbique, on a l'amygdale. Et l'amygdale du cerveau, c'est un espèce de disjoncteur. Et quand l'enfant a trop d'informations négatives, ou parfois même trop d'informations positives, un enfant qui est trop content de quelque chose ne va plus non plus être disponible à l'apprentissage, parce que l'amygdale du cerveau, qui est ce disjoncteur, va l'empêcher de monter au 3e étage, qui est l'étage du cerveau intelligent, et qui est le cerveau pour apprendre, pour écrire, pour comprendre, pour appliquer tous les gestes mentaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, un enfant qui n'est pas bien dans ses besoins et un enfant qui n'est pas bien dans ses émotions est incapable de pouvoir accéder à l'apprentissage et à toutes les fonctions cognitives. Alors, dans cet ouvrage, vous abordez, il y a dans plusieurs chapitres, l'estime de soi chez l'enfant, le stress externe, interne, donc les différentes étapes qui se passent dans les différents âges de l'enfant. Alors bon, on peut pas tout voir comme ça, tous les chapitres, mais là, on va sauter directement au dernier. Et dans ce dernier chapitre, vous dites, et si on mettait tout ça en pratique ? Mais bien sûr, il faut mettre tout ça en pratique. C'est important la théorie, mais pour moi, il faut appliquer les choses avec les jeunes. Il faut aussi les appliquer pour soi, parce que c'est lié aussi en tant qu'adulte et en tant qu'apprenant, parce on reste des adultes apprenants quand on est dans l'enseignement. Il faut mettre tout ça en pratique. Et il y a plein d'astuces à mettre en pratique avec les jeunes, notamment refixer des objectifs, parce que parfois les enfants ne se sont pas fixés des objectifs assez, donc ils voient pas où ils vont, donc ils vont attendre. Ici, par exemple, en Belgique, les enfants de la première secondaire, donc les enfants qui ont 12 ans, passent directement à la 2e secondaire. L'évaluation se fera seulement en 2e secondaire. Et il y a un tas de jeunes qui se sont dit, de toute façon, on va tout de suite dans l'étape d'après, donc on va se laisser aller, on va se laisser vivre. Et non, il faut agir. Il faut se dire, tiens, il y a une session d'examen, on va s'en servir, ça va nous être utile pour nous exercer, pour apprendre à gérer le stress, justement, pendant cette première session qui est un brouillon pour l'année prochaine. Et donc voilà, l'enfant a besoin de se mettre des objectifs. L'enfant a besoin d'utiliser des outils pour se déstresser, notamment les mandalas, les entangles, c'est-à-dire du griffonner, si vous voulez. D'utiliser les bons de colère. On va prendre une feuille de papier, on va la déchirer, la griffonner, la piétiner, et puis comme ça, on va pouvoir lâcher la pression un peu, voilà, respirer, se relaxer.
ne pas avoir peur de faire des petites piqûres d'humour de temps en temps aussi, et d'avoir de l'autodérision et de réveiller ses pensées positives, de croire qu'on peut y arriver. Exact, oui. Alors, une dernière question, c'est pas un hasard si vous avez fait tout ce travail, toutes ces recherches. Qui est à la base de ce bel outil pédagogique? Un petit peu mon petit garçon qui à 6 ans me disait, tu sais maman, je pense que l'école c'est pas pour moi. Il parlait même d'actes assez violents par rapport à lui-même. Et puis du coup je l'ai emmené chez une psychologue et là il a dit non, c'est ma maman qui va m'aider. Et donc du coup en tant que maman je me suis sentie investie d'une mission. Enfin il m'a donné une mission et je l'ai relevée vraiment avec plaisir. Et au fur et à mesure de cette mission, je découvre de belles personnes, beaucoup de jeunes en difficulté, mais qui ont beaucoup de potentiel. Et puis un jour, j'ai croisé la collection La Rescousse de chez Erasme, et j'ai croisé la responsable, et je dis il faudrait un livre qui parle du point de vue positif, d'un regard positif sur l'apprentissage, du mind mapping, etc. Et elle m'a dit, tu connais quelqu'un qui pourrait l'écrire? J'ai dit, je sais pas, mais j'adorerais le faire, mais je crois que je sais pas le faire. Et là, je m'étais pas mis assez d'objectifs. Et donc, elle me dit, mais si, vas-y, fais-le. Et donc voilà. Aujourd'hui, c'est fait et je suis vraiment heureuse. C'était une belle aventure et c'est que le début de quelque chose, je crois. Alors, j'aimerais juste terminer par un passage de votre ouvrage, Sophie Godard. Alors, c'est Pierre Mongin, intervenant à l'Université de Lille et auteur de nombreux ouvrages, qui signe donc la préface. Et il dit, le livre de Sophie Godard vient à point nommé pour nous aider à mieux utiliser notre cerveau, à nous fixer des objectifs d'apprentissage pour donner à nos enfants le meilleur investissement qui soit, une meilleure capacité d'adaptation à notre monde si changeant. Oui. Oui, parce qu'on est aussi fort à l'heure du numérique, où tout va très très vite. Je vois les jeunes, les enfants qui arrivent à l'école maternelle maintenant après 20 ans de carrière, et je me dis que les enfants sont ne sont plus dans le présent. Ils sont dans très vite, il faut que tout aille très vite, il faut que tout, on doit vite zapper, on doit vite changer, et les enfants ne prennent plus assez le temps d'être là dans le présent, de vivre une chose à la fois, et donc tous ces outils visuels sont effectivement essentiels, les numériques sont effectivement essentiels, l'ordinateur on en a de plus en plus besoin, mais on a aussi besoin de se recentrer sur une chose à la fois, de se recentrer sur soi-même, pour être bien, pour apprendre, c'est essentiel. Prendre le temps d'être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'apprentissage, c'est essentiel. Une dernière chose, Sophie Godard, vous êtes en Belgique, à Liège, vous intervenez et donnez des conférences dans le nord de la France. Quelle est votre actualité? Actuellement, je travaille effectivement avec des enfants individuellement, mais vous pouvez retrouver un calendrier qui sera sur le blog de Apprendre avec cœur. Et là, au fur et à mesure des dates qui vont arriver, on va pouvoir se fixer des nouveaux objectifs pour la France, pour essayer de venir un petit peu aussi dans le nord de la France. Eh bien, c'est bien noté. Merci Sophie Godard, merci et bravo pour ce travail si riche que vous avez établi. Merci beaucoup Alim, bonne journée. À l'instant, Sophie Godard, auteure, conférencière, accompagnatrice pédagogique et institutrice maternelle, nous a présenté donc son nouvel ouvrage, La réussite scolaire par un apprentissage positif et ludique, un véritable guide pour les parents comme pour les professionnels de l'éducation, sorti dernièrement, précisément le 20 juin. Un ouvrage édité par Erasme dans la collection À la Rescousse. D'ailleurs, cette maison d'édition fournit toute une gamme de stratégies pratiques, des pistes de réflexion et des réponses aux questions les plus fréquemment posées pour comprendre l'enfant. Et c'est aux éditions Erasme, collection À la Rescousse. La saison se clôture avec ce numéro. Vous retrouvez votre magazine Montpellier Ma Ville juste après la pause de l'été. Bonnes vacances à toutes et à tous. Bye bye.